Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous traiterons comment les entreprises définissent leur offre de produits, c'est-à-dire quel est le produit à offrir à son client. Ça paraît une aberration pour les entreprises, mais c'est toujours extrêmement compliqué pour eux de dire voilà en quoi nous sommes les meilleurs, voilà ce que nous pouvons apporter à nos clients, voilà le meilleur service que nous pouvons apporter à nos clients. C'est toujours un problème de chercher le meilleur de soi-même dans l'action et définir une offre qui correspond à son excellence. Dans cette présentation, nous allons voir en premier la composition de l'offre de produit, c'est-à-dire de quoi elle est composée cette offre. En deuxième lieu, on va voir comment les entreprises arrivent à adapter leur offre aux attentes des clients. Et enfin, comment les entreprises gèrent leur offre de produits. Pour satisfaire les besoins de leurs clients, les entreprises leur offrent des produits. Des produits, ça veut dire des biens et des services. Un bien est un produit matériel tel que les ordinateurs, les voitures, les télévisions. Il est aussi tangible. On peut le voir, il est mesurable. On peut le mesurer, mesurer ses dimensions. Il est palpable, on peut le toucher. Et il est stockable. Un service est un produit immatériel. Il est intangible, on ne peut pas le voir, non mesurable, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas mesurer ses dimensions, il est non stockable, on ne peut pas le stocker. Dans ce cas-là, sa production et sa consommation se passent au même moment. Par exemple, le voyage, la coupe de cheveux, la visite d'un parc d'attractions tel que Croco Park d'Agadir. Un bien pur ou un service pur sont assez rares. Les produits comportent généralement une part plus ou moins importante de biens et de services. Par exemple, lorsqu'on achète un ordinateur, on n'achète pas que le matériel, c'est-à-dire le hardware ou bien le bien, mais on achète également le software, c'est-à-dire le système d'exploitation et même les logiciels à l'intérieur, sans lesquels le hardware ou bien le matériel n'a pas de valeur. On peut citer également les téléphones portables. Sans la communication, sans la recharge de la carte SIM, ils n'ont pas de valeur. Donc, le bien a besoin du service pour fonctionner. Le téléphone portable a besoin de la recharge de la carte SIM pour fonctionner. Aujourd'hui, les besoins des clients ont beaucoup évolué. Les clients ne s'intéressent plus au produit tel qu'il est, c'est-à-dire pour sa valeur d'usage, mais tel qu'il est perçu, c'est-à-dire à la fois la valeur d'usage et la valeur de signe. Aujourd'hui, les produits doivent avoir une dimension symbolique. Pour cela, les consommateurs sont devenus très sensibles aux services associés aux produits. Les services associés sont l'ensemble des services complémentaires au cœur de l'offre. Ils apportent un bénéfice supplémentaire pour les clients et qui sont source potentielle d'avantages concurrentiels. On distingue les services qui préparent à l'achat, tels que l'accueil, le conseil à l'achat, l'information sur l'offre, etc. On distingue également les services qui facilitent l'achat. Par exemple, la prise de commande, réservation, la facturation, le paiement, etc. Et aussi les services d'après-vente, par exemple la livraison à domicile, l'installation, la maintenance, etc. Il faut également distinguer les services associés de base des services associés additionnels. Les premiers sont des services minimums attendus par les clients et qui ne font pas l'objet d'une tarification séparée. Ils définissent souvent la catégorie à laquelle appartient le produit. Par exemple, les jointes en aluminium, le détecteur de pluie, la vitesse automatique distinguent souvent les voitures toute option des voitures entrée de gamme. Les services associés additionnels sont potentiellement différenciateurs. Ils peuvent être gratuits et sont associés dans ce cas à un niveau de gamme. Par exemple, l'abonnement Bein Sport Elite ou bien Premium
donnent accès à plusieurs chaînes inaccessibles en abonnement basique, ou bien ils peuvent donner lieu à une tarification séparée. Pour définir leurs produits, les entreprises doivent analyser le marché sur lequel elles évoluent, mais également le marché sur lequel elles comptent évoluer, afin d'avoir une bonne connaissance de leurs clients. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un marché? Un marché, c'est le lieu de rencontre des acteurs qui forment la demande et des vendeurs qui forment l'offre, et où l'ajustement par le prix doit se réaliser. Ensuite, il faut savoir qu'un besoin se traduit par une demande pour un produit déterminé. Mais ce produit évolue aux côtés d'autres produits qui définissent des marchés à ne pas négliger. On distingue le marché principal. Ce dernier, il représente l'ensemble des produits similaires et directement concurrents. Par exemple, les hôtels, leur marché principal, c'est le marché de l'hôtellerie. Il y a aussi le marché environnant ou substitut. C'est l'ensemble des produits de nature différente du produit principal, mais qui satisfaisent les mêmes besoins et les mêmes motivations dans les mêmes circonstances. Par exemple, pour les hôtels, le marché environnant, c'est le marché des maisons d'hôtes. Il y a aussi le marché générique, qui regroupe tous les produits liés au genre du besoin satisfait par le produit principal. Par exemple, le marché touristique, pour les hôtels et même pour les maisons d'hôtes. Et il y a le marché support, qui représente l'ensemble des produits dont la présence est nécessaire et complémentaire à la consommation du produit étudié. Par exemple, pour les hôtels, ils ont besoin du transport touristique, des restaurations, des agences de voyage, etc. L'étude de marché, c'est la mise en œuvre d'un ensemble de techniques de collecte et de traitement d'informations ayant pour objectif de mieux connaître les besoins des clients. Cela commence d'abord par l'identification du problème à traiter. Dans ce cas, l'étude de marché, elle est qualitative ou quantitative, ou bien les deux à la fois. Quantitative lorsque les données à collecter sont de nature qualitative, telles que le goût, le plaisir, la sensation éprouvée, la satisfaction, l'attitude, l'image de marque, la perception, etc. Et elle est quantitative lorsque l'information collectée, elle est de nature quantitative, telle que l'âge, le revenu, le nombre de produits consommés, le nombre de personnes par ménage, etc. En deuxième lieu, collecter de l'information, et cela passe par des entretiens, des tests, des questionnaires, etc. Une fois l'information collectée, elle est analysée, pour enfin en déduire une synthèse afin de préparer la prise de décision. L'information collectée aide les entreprises à mieux connaître les attentes des utilisateurs. Par exemple, recensement des touristes qui arrivent au Maroc, inviter des acheteurs de la nouvelle Dacia Stepway à dire leur avis sur la voiture, etc. Une fois les attentes connues, et elles sont souvent multiples, les entreprises proposeront des produits différents selon les utilisateurs afin de satisfaire au plus près leurs besoins. C'est ce qu'on appelle la politique de segmentation, qui tente à répondre précisément aux exigences en faisant recenser la sensation d'être unique. Alors, qu'est-ce que c'est que la segmentation? C'est le fait de diviser son marché en sous-groupes ou bien segments identifiables, actionnables et qui partagent des caractéristiques communes en termes de besoins, d'attentes et de demandes. La segmentation des clients est déterminante pour les entreprises, puisqu'elle leur permet de mieux comprendre la composition de leur marché et donc de proposer des produits qui répondent précisément aux besoins de chaque client appartenant au segment ciblé. Alors, pourquoi segmenter? Pour différentes raisons. D'abord, on peut chercher à être un spécialiste absolu pour un produit et un type de clientèle, c'est-à-dire adopter une sorte de stratégie sélective. C'est le fait d'introduire plusieurs produits dans des marchés n'ayant pas de lien entre eux. Ou bien vouloir être un spécialiste produit, c'est-à-dire satisfaire un besoin, mais de couvrir tous les groupes de clients concernés par ce besoin, à l'image de Michelin, qui est spécialiste en pneumatique
et qui vend ses produits à différents types de clientèle, particuliers, professionnels, etc. Ou bien vouloir être un spécialiste client, c'est le fait de se concentrer sur une catégorie de clientèle, hôpitaux, hôtellerie, etc., en présentant une gamme complète de produits complémentaires ou reliés entre eux, à l'image de ce que fait Atlas Voyage, qui investit en billetterie, qui investit en transport touristique à travers sa filiale Atlas Rider, qui investit en hôtellerie à travers sa filiale Atlas Medina, etc. Bien évidemment, l'entreprise ne peut pas prétendre à proposer une offre commerciale à tous les segments du marché. Elle va donc en choisir un ou plusieurs comme cible. Dans ce cas, trois options s'offrent à elle. La première option, elle est dite indifférenciée. Cette approche s'adresse à l'ensemble des consommateurs sans tenir compte des spécificités de chaque segment du marché. La deuxième option est dite concentrée. Cette approche consiste à ne retenir qu'un ou quelques segments seulement et proposer un produit adapté à chacun d'eux. La troisième option est appelée ciblage différencié. Ici, l'entreprise décline en autant d'offres que de segments qui auront été identifiés. Le ciblage repose sur plusieurs critères, tels que l'intensité de la concurrence, par exemple la concurrence chinoise ou turque dans le secteur du textile. Il y a aussi la rentabilité, les barrières à l'entrée et à la sortie, c'est-à-dire l'accessibilité. Alors imaginez l'entreprise veut s'adresser aux jeunes, dans ce cas, elle doit maîtriser la technologie numérique. Il y a aussi l'existence de produits de substitution, également le pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs, etc. Chaque produit suit un parcours que l'on appelle cycle de vie. L'entreprise peut se servir du cycle de vie du produit afin de gérer son portefeuille de produits. Elle peut prévoir le lancement de nouveaux produits pour remplacer les produits en phase de déclin, par exemple. Aussi, l'entreprise pourra mener des actions commerciales adaptées à la phase de vie de chaque produit. La durée de vie des produits suit un cycle composé de 4 phases, que l'on représente dans la courbe que vous voyez là. La courbe du cycle de vie est un outil d'analyse des ventes d'un produit sur un marché. On suit ainsi l'évolution des ventes depuis son introduction sur le marché jusqu'à son retrait. Les produits passent d'abord par la phase de lancement. Le produit est naissant, le lancement est très coûteux car il nécessite de nombreux investissements, surtout en recherche et développement, en publicité, en production. Les bénéfices sont assez faibles car le produit est peu connu. La deuxième phase, c'est la phase de croissance. Le produit est en plein développement, les besoins d'investissement restent massifs pour acquérir ou conserver une part de marché, mais la rentabilité commence à être satisfaisante. La troisième phase, c'est la maturité. Le produit est reconnu sur le marché, il est très rentable car les investissements sont faibles, voire nuls, et surtout les marges bénéficiaires sont importantes. La dernière phase, c'est celle du déclin. Le produit est vieillissant, il est dépassé par les nouvelles innovations ou il ne correspond plus aux besoins des clients. Les parts de marché sont en régression. Le dirigeant doit abandonner le produit ou le moderniser en innovant. La durée de vie des produits varie principalement en fonction de la concurrence et de l'évolution de l'environnement, tels que l'effet de mode, les nouvelles technologies, etc. Par conséquent, les produits n'auront pas le même cycle de vie. Certains produits sont très anciens sur les marchés et qui n'ont jamais connu la phase de déclin, tels que Coca-Cola. D'autres produits ne connaissent même pas la phase de croissance ni même de lancement, tels que le produit de la trottinette. Certains produits disparaissent rapidement du marché, sans connaître ni phase de croissance ni phase de maturité. Et d'autres produits, par exemple, ne dépassent même pas la phase de croissance. C'est le cas du parfum Bic. Les produits ont une durée de vie limitée et sont voués à disparaître par la chute des ventes car les individus sont friands de nouveautés. Ce déclin peut cependant être freiné grâce à l'innovation.
Dans ce cas, il faut innover en faisant évoluer l'offre globale. Biens et services associés, emballage, nom du produit, caractéristiques et facilité d'utilisation, afin de donner un nouvel intérêt aux yeux des consommateurs. Les entreprises intègrent donc de plus en plus de fonctions, à l'exemple de Gillette qui a fait évoluer son rasoir d'une lame à 2 lames, à 3 lames, à 4 lames, etc. Ainsi, pour survivre ou se développer, les entreprises doivent créer de la valeur et innover. L'innovation est vitale pour les entreprises afin de rester dans la course compétitive et afin de répondre aux attentes de plus en plus complexes des consommateurs. L'innovation permet de rajeunir l'offre de l'entreprise et assurer sa survie à long terme. Une innovation bien définie apporte de la nouveauté dans le produit, le service, au niveau de la technologie, des caractéristiques de l'offre, propose un nouvel usage, mais aussi en interne au niveau du management, de l'organisation, de la distribution, de la commercialisation, etc. Elle crée également de la valeur au niveau économique, financier, stratégique, pour l'efficacité des processus internes de l'entreprise, pour le consommateur, etc. et adoptée par ses destinataires, c'est-à-dire qu'ils se l'approprient et la reconnaissent comme génératrice d'un gain indiscutable. Il faut savoir que les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour avoir un produit nouveau. On distingue généralement l'innovation incrémentale. L'innovation incrémentale ne change pas la nature ni les conditions d'usage d'un produit ou service. Elle va contribuer à l'apport d'un perfectionnement et une amélioration sensible. L'innovation dite incrémentale permet à une entreprise déjà leader sur son marché de conserver et renforcer son avance technologique face à ses compétiteurs. Les innovations incrémentales sont très nombreuses chaque année. Par exemple, un appareil photo jetable est une innovation incrémentale, car la technologie initiale reste identique, le produit a simplement connu une amélioration du procédé. Par exemple, le rasoir Gillette à 5 lames est une innovation incrémentale, car la technologie initiale reste identique. Le produit a simplement connu une amélioration. On distingue également l'innovation de rupture, une rupture avec les technologies existantes. Elle va modifier les conditions d'utilisation des clients. Grâce à ce type d'innovation, l'entreprise pourra créer un nouveau marché. Une innovation radicale est beaucoup plus coûteuse et risquée qu'une innovation incrémentale. Et la majorité des entreprises préfèrent améliorer leur processus plutôt que de rechercher continuellement les innovations de rupture. Le remplacement des téléphones portables cellulaires par des smartphones est une innovation radicale, même si les deux ont la même fonction. Mais ils utilisent des technologies complètement différentes. Par exemple, les télévisions smart, les appareils photo numériques sont des innovations radicales. Les 3 éléments d'innovation sont d'abord le produit lui-même, c'est-à-dire que c'est le produit lui-même qui va connaître le changement, ou bien la modification, ou bien le packaging, c'est-à-dire que le produit reste le même, mais c'est le packaging qui va changer. À l'exemple du passage pour les boissons gazeuses d'une bouteille en verre à une bouteille en plastique. Et également le service, c'est-à-dire que ni le produit va changer, ni le packaging, mais c'est plutôt le service qui va changer. Regardez aujourd'hui les hôtels, ils investissent massivement dans la technologie numérique. Les réservations et les paiements en ligne sont aujourd'hui possibles. Cependant, l'innovation est un processus concret qui se planifie, qui est réalisable et qui doit s'adapter aux besoins de l'entreprise. Comme toutes les activités de l'entreprise, l'innovation doit répondre à un processus concret et planifié. Des facteurs très divers, comme les compétences accessibles en interne ou en externe, le secteur d'activité
ou la taille de l'entreprise influe sur la construction de ce processus qui est propre à chaque organisation. De nombreux travaux de recherche ont été menés afin de modéliser le processus d'innovation. Généralement, le processus commence par une idée géniale. Donc, il faut trouver une idée. Cette idée, il faut étudier sa faisabilité commerciale, sa faisabilité financière, sa faisabilité technique, etc. Donc, une fois l'idée est validée, elle arrive la dernière étape qui est la commercialisation. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis bonne révision et à bientôt pour une nouvelle vidéo.